Et nous débattons avec vous. Bonjour à toutes et à tous. Mercredi 14 septembre, nous allons ensemble commenter l'actualité avec Samuel Lafont. Bonjour, porte-parole de Reconquête. Bonjour à tous. Nicolas Jeantet, directeur des centristes et conseiller de Paris. Bonjour. Vous êtes là d'habitude, vous voyez, l'habitude pavlovien. Je tourne la tête de l'autre côté. Arnaud Benedetti. Mais non, c'est sa place aussi. Mais moi aussi, voilà, c'est ça. Il va falloir changer tout ça. Il va falloir mettre un coup de pied dans la fourmilière, changer les habitudes. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, Bonjour. rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Votre dernier livre, Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir, aux éditions du CERF. Et nous attendons Najwa El Haïté, docteur en droit et porte-parole de Territoire de Progrès, qui devrait nous rejoindre d'ici quelques temps. Évidemment, le sujet qui est à la une de l'actualité, c'est l'euthanasie, avec ce concours de circonstances assez étonnant. La mort de Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard qui a décidé d'avoir recours au suicide assisté. Ben oui, c'est encore autre chose, mais est-ce que la loi aujourd'hui, c'est la question, est-ce qu'elle va l'autoriser de facto? C'est ça le débat aujourd'hui. On va revenir sur le bouclier tarifaire. Aujourd'hui, vous savez qu'Elisabeth Borne doit nous annoncer une série de nouvelles mesures et une hausse de tarifs de l'électricité qui sera vraisemblablement inéluctable, une hausse de 10 à 15%, peut-être même 20. On va en parler avec vous. On en parle et on commence avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Arnaud, on va commencer avec vous parce que c'est un sujet dont on ne parle pas et qui ne fait pas la une de l'actualité et dont on devrait se préoccuper. Et dont on devrait parler et se préoccuper, c'est depuis maintenant plus de 48 heures, ou en tout cas 24 heures, l'Azerbaïdjan qui donne, sans aucune réaction de la communauté internationale quasiment, l'Arménie. Alors j'ai vu que cette nuit, la France quand même a décidé de réagir en demandant et en convoquant une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc ça, c'est à mettre au crédit quand même de la diplomatie française. Mais c'est vrai qu'il y a deux poids, deux mesures. Si vous voulez, d'un côté, on a une émotion, une indignation, une condamnation légitime d'ailleurs de l'intervention russe en Ukraine, et dans le même temps on a finalement une république, un État, l'Arménie, État indépendant, plus vieil État chrétien du monde, il faut le rappeler aussi, qui est l'objet d'une agression de la part de l'Azerbaïdjan, soutenue, faut-il le rappeler, par la Turquie également, sans que cela émeuve qui que ce soit. Et à qui la France a vendu des armes. Et à qui on a vendu des armes, et à qui on achète, faut-il le rappeler, du gaz. Donc je ne vois pas en quoi le gaz azéri est plus honorable que le gaz russe. Il faudra quand même qu'on leur m'explique en la matière. Mais c'est cette réalité aujourd'hui à laquelle on est confronté, et dans le silence assourdissant, faut-il le rappeler, de l'Union européenne et de Madame von der Leyen, qui jusqu'à présent ne s'est pas du tout émue de cette agression. Très belle intervention quand même hier de mon ami François-Xavier Bellamy. On en a parlé avant de revenir dans ce studio. François-Xavier Bellamy, qui est irréprochable sur ce dossier, qui depuis 2 ans, depuis l'agression d'ailleurs, il faut le rappeler là aussi, du régime azéri au Karabakh, a fait de ce combat une croisade, et il a raison, parce que je crois que c'est en effet, il faut défendre les Arméniens. Voilà, mon coup de gueule, il est lié à cette espèce d'hypocrisie qui règne en général dans la façon dont les États gèrent les relations internationales. Vous savez, Raymond Aron disait, il parlait quand on lui disait il y a un État, est-ce qu'il y a un État de droit au niveau international, il disait non, il y a un État de nature. C'est un peu la réalité aussi. Mais on peut aussi rappeler l'Afghanistan, ce qui se passe en Afghanistan est absolument lamentable, avec les talibans dont on ne se préoccupe pas, et je pense que ce n'est pas sans conséquence, mais vous avez raison de citer ce conflit dont on parle assez peu et qui n'intéresse peut-être pas forcément les gens. Samuel, vous vouliez revenir, vous, sur ce qui s'est passé à Caen? Oui, sur l'enseignante qui a été poignardée en plein lycée, poignardée au cou, je le précise. Quand on poignarde quelqu'un au cou, il faut viser le cou. C'est pas là où on tape plus naturellement. Voilà. On irait plutôt dans le ventre, normalement. Donc le cou a été visé, je tiens à le préciser. Donc elle a été poignardée au lycée Malherbe de Caen. Est-ce qu'on se rend bien compte de ce qui se passe? Vous savez ce qui est en train de se passer ce matin au lycée? Les cours seront retardés d'1h30 ce matin pour libérer la parole. Est-ce que le problème, quand il y a une enseignante qui se fait poignarder en plein lycée, c'est de libérer la parole? Non. Non, la réalité, c'est qu'en fait, il y a une explosion de l'insécurité.
insécurité dont on nous a expliqué pendant des années qu'elle n'existait pas, qu'elle était un fantasme. Un sentiment. Voilà, un sentiment. On a eu droit aux deux, on a eu droit au sentiment, on a eu droit au fantasme. La réalité, là, c'est qu'on a une nouveauté. Donc, non seulement on monte d'un cran en termes de violence, encore une fois, une enseignante poignardée en plein lycée. Ça devrait vraiment faire la une de tous les médias. Et tous les politiques devraient s'en emparer. Et en plus de ça, on monte d'un cran dans les problèmes au niveau de l'école. Vous savez que Pape Ndiaye, le ministre de Macron, nous explique que la rentrée s'est plutôt bien passée. J'aimerais juste rappeler à Pape Ndiaye qu'on a un manque de profs, que l'effondrement scolaire continue, et que si on a ça maintenant, cette agression, on en aura peut-être d'autres. Quand est-ce qu'on va réagir ? Quand il y aura une agression par mois d'enseignants ? Une agression par semaine ? Une agression par jour ? Un meurtre par jour ? Non, pas de réponse pour l'instant. Tout va bien. 25% des enfants en situation de handicap n'ont pas d'assistante, de ce qu'on appelle d'assistante maternelle, enfin d'aide justement pour ces enfants. Donc tout ne va pas bien non plus. Je rappellerai sur ce sujet, Éric Zemmour en avait parlé pendant la campagne présidentielle. Certains lui étaient tombés dessus. Et je pense qu'il avait raison. Sur quoi ? La violence à l'école ? Sur les problèmes vis-à-vis de l'accueil des enfants handicapés et évidemment sur la violence. Oui. Pour revenir à cette affaire, on ne sait pas d'ailleurs le motif encore de ça. Alors bien évidemment, et vous l'avez dit, le coup, ça fait penser bien sûr à Samuel Paty. Et donc, est-ce qu'il avait des troubles psychologiques ou psychiatriques ? Ça m'étonne puisqu'il était quand même en seconde. Et en seconde, en général, si on a des troubles psychologiques et psychiatriques, on s'en aperçoit avant. Est-ce que c'est une histoire, la presse évoque éventuellement une relation difficile, voire même amoureuse éventuelle entre la prof et l'élève. Enfin, en tout cas, l'élève effectivement est rentré dans le lycée quand même avec une arme blanche. Et ce qui s'est produit est effectivement dramatique. Et il y a une hausse de violence. Ça veut dire qu'on peut rentrer dans des lycées. Ça veut dire qu'on peut rentrer dans les lycées aujourd'hui avec des armes blanches. Mais d'ailleurs, l'arme blanche est aujourd'hui un énorme problème du ministère de l'Intérieur parce que on peut pas mettre des détecteurs à partout. Et effectivement, c'est un énorme problème. Oui, mais la violence existe effectivement au sein des lycées. Maintenant, il n'y a pas. Vous disiez chaque jour un meurtre. Des professeurs agressés. Mais qu'est-ce qu'on attend vraiment? À quel moment est-ce qu'on va réagir? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous proposez quoi? Moi, je pense que le problème principal, c'est le problème de sanctions pénales. C'est simple. La réponse pénale n'est pas à la hauteur de pendant des années, on nous a expliqué qu'en fait, il n'y avait pas de calcul de la part du délinquant ou du criminel. Il peut y avoir une part de calcul de la part du délinquant du criminel. On le voit déjà chez les voleurs, par exemple. Donc, la délinquance. Là, concrètement, si il y a une tentative de meurtre, ce sera criminel. Si c'est pas une tentative de meurtre, ce sera de la violence aggravée, agression avec arme. Donc 10 ans de prison maximale. Maximale. On verra ce que demande le juge derrière. Et c'est un mineur, il doit aller dans un centre éducatif fermé, et il n'y en a pas assez, puisqu'il n'y en a que 57 en France, donc même pas un par département. Donc oui, il y a un problème de place de prison, il y a un problème de centre éducatif fermé, il y a une réponse pénale qui n'est pas à la hauteur, et en même temps, on a un ministre qui attend sa mise en examen incessamment sous peu. Je crois que c'est aujourd'hui que ça devrait tomber, on va savoir s'il est mis en examen sur ces affaires de soupçons illicites, etc. Donc c'est vrai que la justice, en ce moment, va pas très bien. Alors, je vous raconte une petite anecdote. Je faisais mes courses dans un... Oui, il est mis en examen. Je faisais mes courses dans un magasin qui vend des surgelés. Et je vois la jeune femme à la caisse qui regarde un jeune homme qui sort. Enfin, je ne fais pas attention. Et le jeune homme lui dit je ne vous dis pas au revoir. Et je la vois qui hausse les épaules. Et je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit c'est un voleur, il vole. Mais là, comme je l'ai regardé, il n'a pas volé. Mais il vient et il vole. Alors je dis mais vous n'appelez pas la police? Il me dit mais non, pour moins de 50 €, il se passe rien, on l'oblige à payer. Pour plus de 50 €, là c'est sûr. Enfin, je peux rien faire et moi toute seule, j'appelle la police. Le temps qu'ils arrivent, le type est parti. Mais vous savez que ça se multiplie ce genre de vidéos sur Internet. On le voit de plus en plus de gens qui viennent dans des magasins, des voleurs, des racailles qui viennent et qui se servent, seuls ou à plusieurs, qui se servent et qui repartent. Et ça devient même... On appelle ça des pillages. Ça devient même viral, puisque c'est un jeu. Ils se filment entre eux, en train de voler dans les supermarchés, en disant, voilà, moi j'ai réussi à voler, et j'ai réussi à passer devant la caissière. On les voit se filmer, mais moi... pas vu, nous ne faisons pas suffisamment de veille sur les réseaux. On ne fait pas suffisamment de veille sur ça. Allez, petite pause et on se retrouve dans un instant. On va parler d'euthanasie, on va parler d'énergie. À tout de suite.
Avec vous sur Sud Radio, avec Samuel Lafont, Nicolas Jeantet, Najwa El Haïté qui n'est pas arrivé et Arnaud Benedetti. Alors on va parler sexe avec vous. Oui, avec un coup de cœur, mais très sérieusement, un coup de colère froide. Avec cette affaire sordide du sextape de Saint-Étienne, une histoire sordide, violente, je dirais même ignoble, alors, dégueulasse. Racontez un peu rapidement pour ceux qui n'auraient pas suivi. C'est une rivalité entre le maire et son premier adjoint. C'était en 2014, après les élections municipales, et il y avait en jeu bien évidemment la communauté de l'agglomération de Saint-Étienne et le maire monte un guet-apens avec un de ses adjoints pour piéger le premier adjoint à l'hôtel dans une vidéo avec escort boy. Voilà. Et s'enchaîne après 8 ans. 8 ans de chantage terrible entre le maire et son premier adjoint. Si, bien évidemment, sur la base, si tu ne fais pas ce que je dis, je vais montrer la sextape. 8 ans de souffrance où Gilles Artigue, qui est donc le premier adjoint, parle bien évidemment de suicide. Voilà. Et les preuves, c'est Mediapart qui a révélé tout ça. Les preuves sont d'une violence inouïe. On voit l'adjoint qui a mené ce guet-apens face caméra en disant « Oui, je l'ai fait à la demande du maire ». Et j'ai été payé 50 000 €. Ensuite, on a des conversations entre le maire et son premier adjoint qui lui dit « Mais si tu ne fais pas ce que je dis, je vais envoyer la vidéo à tes enfants et à l'école de tes enfants. » Le maire parle même à un moment d'exécution. Donc les mots sont d'une violence inouïe. Et voilà. Et moi, je pensais qu'on était c'était digne d'une autre époque, des films du KGB, etc. L'époque du KGB, c'est en 2014. Je pensais que ça n'arrivait pas en France. Ça arrive en France, à Saint-Étienne. Je crois que c'est terrible pour l'homme d'abord. Je connais Gilles Artigue et donc j'ai une pensée pour lui. C'est terrible d'ailleurs pour les habitants parce que dans les reportages qu'on voit, les habitants sont outrés, ils sont même défaits, dépités. Et puis c'est même terrible pour la classe politique parce que c'est jeter l'opprobre sur. En plus, le lien, l'élu le plus aimé, c'est-à-dire le maire, dont on remet bien évidemment maintenant en cause la légitimité. Et je trouve que c'est terrible. Alors je dis simplement 2 choses: que la justice aille vite, que le maire démissionne. Je ne comprends même pas d'ailleurs qu'il n'ait pas encore démissionné pour justement être libre et être jugé. Et puis qu'on tourne cette page, parce que j'ai jamais vu ça. C'est d'une violence, d'une vulgarité. Je ne pensais pas que ça allait exister aujourd'hui. On a un extrait de cet enregistrement. Écoutez. Mais une fois que c'est sur les réseaux, c'est plus du chantage. Oui, bien sûr. C'est l'exécution. Nous avons signé un accord qui nous engageait les uns et les autres pour 2020. Donc on est tous tenus. Donc pourquoi voulez-vous qu'on s'affaiblisse les uns et les autres? Ça n'a pas de sens. Alors arrêtons. Moi, si je vais poser mon dossier au procureur de la République, vous serez en garde à vue le soir même. Et vous croyez que ça m'intéresse, moi? J'en ai absolument rien. Si vous faites ça, eh ben quoi? Si vous faites ça, l'ensemble des parents, des élèves qui sont dans la même classe que vos enfants, recevront une copie du film. Oui. Que vos enfants s'en remettront pas. C'est monstrueux. C'est monstrueux, d'une violence. C'est sordide. C'est totalement sordide. C'est vrai que je partage ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'en fait, je ne comprends pas que le maire soit encore en fonction, en l'occurrence, parce que manifestement, les preuves sont assez flagrantes, en l'occurrence, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, il faut constater que les Républicains ont réagi assez vite. C'est-à-dire que il était déjà en bisbille avec les Républicains, parce qu'il avait flirté avec Macron, avec les Républicains, mais bon, ils ont procédé à une exclusion quasi immédiate, et heureusement d'ailleurs. Mais je ne comprends pas parce que en restant en poste aujourd'hui, au regard quand même des témoignages qui me semblent en effet accablants, en plus il abîme sa ville. Bien sûr. Un mot, puisqu'on parle sextape, alors ça n'a rien à voir, mais hier, donc on apprend aujourd'hui dans le Canard enchaîné que Adrien Quatennens et sa femme sont en instance de divorce, que sa femme est allée déposer une main courante en disant qu'elle ne voulait pas que ce soit médiatisé et que ça sorte dans la presse. C'est évidemment sorti par la voix du Canard enchaîné hier. On ne sait pas ce qu'il y a dans cette main courante. Le procureur s'en est saisi parce que c'est automatique et qu'aujourd'hui, dès qu'il y a une main courante pour violence conjugale qui est déposée, le procureur s'en saisit. On a vu un certain nombre de soutiens hurler à la protection de la vie privée. On n'a pas beaucoup entendu Sandrine Rousseau ou Clémentine Autain sur le sujet, en l'occurrence. Alors, si on ne sait pas encore ce qui s'est passé, moi je tiens quand même à préciser une chose, c'est que
ça fait des années qu'on entend parler d'agression sexuelle ou de violence à gauche, dans les différents mouvements. Il y a quelques années, c'est Libération et Le Monde qui avaient sorti l'affaire d'ailleurs, d'agression dans les mouvements jeunes de gauche. Donc c'était de mémoire MJS, UNEF et les jeunes du Parti communiste, qui passent leur temps à donner des leçons à tout le monde, mais quand on regarde concrètement, c'est là-bas qu'il y avait des problèmes. Et seulement là-bas, j'insiste, il n'y a pas d'équilibre avec d'autres mouvements. Moi j'étais à l'Uni quand j'étais plus jeune, on n'avait pas ce genre de problème. Alors qu'on on entendait parler de certaines choses et on a eu la preuve, grâce à ces enquêtes qui ont été menées, qu'il y avait véritablement des problèmes. Et d'ailleurs, des dirigeants de ces mouvements ont été dégagés parce qu'il y a eu des preuves contre eux, soit d'agression sexuelle, soit, pour quelques cas les plus graves, de viol, ou en tout cas de harcèlement, et de harcèlement, j'entends, massif. Ouais. C'est vrai que pour la France insoumise, après l'affaire Coquerel, après l'affaire, c'était Taï Boudaf, là, ça tombe mal. Eux qui ont créé eux-mêmes un comité de suivi contre les violences sexuelles au sein de leur parti, ça la fout mal. Surtout que Quatennens, c'était le numéro 2, c'était le dauphin de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, donc ça tombe très mal. Je crois qu'aujourd'hui, de toute façon, il y a une hausse très nette, et on le voit à Paris, il y a eu un reportage, un article dans le Parisien hier, il y a une hausse très importante des violences sexuelles, puisqu'on parle de 3 viols, il y a 3 plaintes, donc 3 viols par jour. 4 plaintes. 4 plaintes. Donc supposé 4 viols par jour à Paris. C'est effroyable. Alors certes, là, il y a eu libération des paroles. Certes, on peut déposer plainte beaucoup plus facilement qu'il y a 5 ans dans les commissariats, mais cette hausse est aujourd'hui très inquiétante. Il faut rappeler que le nombre de féminicides n'a pas baissé, au contraire, il a augmenté. Il a augmenté ces dernières années. Najwa nous a rejoint par Zoom. Oui. Bonjour à tous. Bonjour Valérie. Bonjour. Oui, un mot sur peut-être cette affaire dont on ne sait rien pour l'instant. On va. Mais c'est juste que on imagine à l'inverse, si quelqu'un d'un parti de droite avait eu ce genre d'affaires, on aurait entendu effectivement certains mouvements féministes monter au credo, mais de fait personne n'est vraiment monté au credo. Oui, c'est vrai, ce qui est regrettable, c'est que les féministes de LFI, on les entend pas dans cette affaire-là, mais c'est pas surprenant. Et je préfère, en tant qu'avocate, je préfère vraiment que ce soit la justice qui se saisisse de cette affaire, ou comme vous dites, on n'en sait pas grand-chose pour l'instant, plutôt que leur justice interne, où ils réunissent des commissions, des commissions Théodule, pour rendre justice eux-mêmes. Donc, tant mieux que le procureur se soit saisi de cette main courante. Et je suis d'autant plus satisfaite de cela que maintenant, on prend très au sérieux ce type de plainte. Parce qu'on ne parle même pas de plainte. Même pas de plainte, c'est une main courante. C'est une main courante. Et une main donc, courante, automatiquement, rassurant, c'est que ça enclenche automatiquement une enquête. Et vous rappeliez les chiffres et le nombre de viols par jour. Et donc, on peut se rassurer que, côté commissariat et suite au message du gouvernement, sur cette question de violence conjugale, de violence intrafamiliale, ça suive aussi sur le terrain, et qu'on se saisisse tout de suite des enquêtes qui sont nécessaires quand il s'agit de ce genre de faits. Allez, petite pause et on se retrouve dans un instant. Il faudra qu'on revienne sur nos sujets du jour. L'euthanasie, entre autres, qui est à la une de l'actualité. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, 9h-10h. Ça débat chez Expert. Nous débattons avec vous et avec Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête, Nicolas Jeantet, directeur des Centristes, Najwa El Haïté, avocate, docteur en droit, porte-parole de Territoire de Progrès. Votre dernier livre, Laïcité et République, est paru chez l'Harmattan, et Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Et votre dernier livre, Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir, est paru aux éditions du CERF. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est trop. C'est trop, oui. Alors, déjà, on a raccourci par rapport au début. Najwa, assez rapidement, votre coup de gueule ? Alors, mon coup de gueule concerne le Covid et la 8e vague qui arrive.
On pensait en finir avec le Covid et selon le ministère de l'Intérieur, enfin plutôt de la Santé, excusez-moi. Ça c'est le Conseil de défense. Le Conseil de défense. C'est terrible ce lapsus est terrible. Ça signe une époque. Révélateur, mais bon, je retire. Donc selon le ministère de la Santé, avec la rentrée scolaire, eh bien il faut se préparer à l'arrivée d'une 8e vague de contamination. Donc contrairement à la Chine, la France est bien fait avec. Le ministère de l'Intérieur, Chine, Conseil de défense. Oh là là. Je peux terminer. Oui. Je peux terminer. Et vous allez comprendre pourquoi je parle de la Chine. Parce que la Chine a fait le choix d'une politique zéro Covid. Et donc vous avez actuellement zéro liberté 21 millions. À quel prix Mais je n'ai pas dit, attention, je n'ai pas dit que allez-y. Voilà, j'ai pas dit que la Chine faisait le bon choix concernant cette politique-là. Je disais que contrairement à la Chine, la France a fait le choix de vivre avec le Covid et c'est une bonne chose. Pourquoi ? Parce que la Chine, je le rappelais, eh bien, vous avez 21 millions aujourd'hui de Chinois qui vivent confinés dans leur logement et avec l'impact que ça a sur les commerces, l'économie, etc. Donc, je ne m'attarderai pas là-dessus. Ouais. Donc, c'est une bonne chose que la France fasse le choix de vivre avec le Covid, ce qui permet de ne pas paralyser notre économie, de laisser les écoles ouvertes, et c'est très bien. Mais moi, ce que je regrette, c'est que le gouvernement, et je m'étonne, n'ait pas lancé une campagne de sensibilisation dans le cadre de cette rentrée pour rappeler tout simplement les gestes barrières. Pourquoi je dis ça ? Parce que dernièrement, j'étais en déplacement dans les dom-toms et je peux vous dire que dans l'avion, et pourtant c'est confiné, eh bien, vous n'aviez pas obligation de porter le masque. Les gestes barrières, c'est-à-dire la distanciation sociale, n'étaient pas au rendez-vous. Et je parle de l'avion, mais je peux parler également du train. Et donc, aujourd'hui, vous avez 17 000 personnes par jour qui sont contaminées. Donc, il s'agit aussi de se protéger, mais aussi de protéger les personnes qui sont le plus fragiles. Et au regard de ce que j'ai vu dans les transports et puis ailleurs, eh bien, les gestes barrières ne sont plus au rendez-vous. Et il s'agit en responsabilité, eh bien, que le gouvernement resensibilise en cette rentrée à ces gestes-là qui sont importants, puisque comme je le rappelais, il s'agit de se protéger, mais aussi de protéger les autres. Oui. Mais je propose qu'on recrée un conseil de défense sur le Covid, après le conseil défense sur l'énergie. On remet en place le conseil défense Covid. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Ils peuvent en faire deux, compris d'un. Allez, je voudrais qu'on parle d'euthanasie. Alors, il y a à l'instant crise énergétique, ça ne concerne pas l'euthanasie, mais l'énergie qui étaient nos deux sujets. Ursula von der Leyen propose un plafonnement des super profits qui rapporterait 140 milliards d'euros à l'Union européenne. Donc, il va falloir qu'elle explique à Bruno Le Maire ce que sont les super profits, puisqu'il dit que ça n'existe. Ah oui, absolument, c'est jamais défini. Et, juste sur l'énergie, un point. On va en parler. On voit que le prix va augmenter, le prix de l'électricité va augmenter. On nous explique que ça risque d'augmenter de 15 à 20%. Donc en gros, 600 € par mois, 115 ou 120 €. On nous en parle avec une légèreté pas possible. Mais c'est extrêmement élevé. C'est 20 € de plus par mois pour un ménage. Pour beaucoup de familles, c'est très élevé. Ça va être considérable et ça va avoir un impact, à mon avis, social et politique important et énorme. Mais si vous voulez, c'est le discours, finalement, de l'exécutif depuis des mois sur ce sujet, alors qu'on sait très bien que le problème est devant nous et qu'il va arriver. C'est qu'il y a une espèce de négation de la réalité, une négation du réel. Alors qu'à un moment donné, si vous voulez, c'est toujours au dernier moment qu'on annonce des mesures. Parce que moi, je rappelle quand même que le 14 juillet, le président de la République nous a dit qu'il n'y aurait pas de problème, qu'on traverserait l'hiver sans aucune difficulté. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas des problèmes d'approvisionnement et qu'on n'aurait pas des problèmes, bien évidemment, de hausse des prix. Le discours a changé, c'est l'été. Avec l'été, les choses ont changé. Et il y a eu le retour d'Emmanuel Macron lors du premier conseil de ministres, sa déclaration liminaire où il nous a annoncé que le temps de l'abondance était terminé. Mais si vous voulez, il y a toujours un décalage entre le discours, la communication politique du gouvernement, du président de la République qui à un moment donné
tend à nier la réalité et la réalité qui finit par les rattraper. Et ça, c'est absolument insupportable, d'autant plus que la plupart des Français étaient totalement convaincus qu'on se retrouverait dans cette situation à l'automne. Manque d'anticipation. Non, mais en plus, après, sur la question d'approvisionnement, on peut parler de toute la politique énergétique menée depuis 10 ans. Ça, c'est clair. Mais revenir sur les fautes. Mais Emmanuel Macron, on est comptable. Bien sûr. Il en est comptable. Emmanuel Macron, puisque c'est l'accord avec Nicolas Hulot qui a fait qu'on a fermé Fessenheim et qu'on a acheté de l'énergie à quelques kilomètres de là, en Allemagne, et de l'énergie carbonée. Donc c'est complètement aberrant. Moi, je suis très inquiet. Sur 2 points de vue. Sur les bailleurs sociaux dont on ne parle pas. Et moi, j'ai une réunion récemment avec les bailleurs sociaux qui me disent qu'ils vont répercuter le prix de la hausse du gaz auprès des locataires des HLM et qui vont lancer ce qu'on appelle des mini-coupures. C'est-à-dire au fil de la journée, il y aura des mini-coupures toutes les heures de 5 minutes pour essayer à un moment de baisser la facture. Donc tout le monde va... Et puis, n'oublions pas les collectivités locales comment elles vont demain payer le coût du chauffage des lycées, des collèges, des piscines, mais on en a souvent... Donc on a entendu qu'on allait baisser... on va baisser d'1 degré. N'oublions pas que les collectivités locales sont tenues à l'équilibre, contrairement à l'État. Donc j'espère que l'État va les aider. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont moins recruter, elles vont moins investir, elles vont moins faire de pistes cyclables. Enfin, il n'y aura pas de banquet en fin d'année, il n'y aura pas la fameuse boîte de chocolat. On va être dans une tension sociale, psychologique, et notamment pour les personnes âgées. Je pense que ça va être terrible. Vous posez la question des collectivités locales. Fabien Roussel a appelé à ne pas payer les factures. Mais donc, est-ce que les Français feront pareil? Je le vois sur la région Normandie. Le prix du chauffage dans les lycées, c'est 80 millions. On n'est pas à l'abri d'un mouvement. Donc ça va être énorme. On n'est pas à l'abri d'un mouvement type gilet jaune. Complètement. Tout à fait. Qui partira à partir de ce moment-là. Le risque est là aujourd'hui. Si on nous parle de 20%, on sera peut-être au-delà. Et la réalité, Arnaud Benedetti en parlait à l'instant, c'est que effectivement, si on vit ça aujourd'hui ou dans les mois qui viennent, c'est la conséquence de choix politiques. Il y en a assez de ce président, de ce gouvernement et d'autres gouvernements avant qui nous présentent les choses qui arrivent comme des fatalités. C'est faux. Cet hiver, vous aurez froid. Ce que disait Arnaud Benedetti, c'est-à-dire on nous avait dit qu'il n'y aurait pas de problème. Cet hiver, vous aurez froid et vous n'aurez plus d'argent. Et ça, ce n'est pas une fatalité. C'est simplement parce que des mauvais choix politiques ont été faits pendant des années. Et j'ai envie de dire, choisissez bien pour qui vous voterez les prochaines fois. Alors, Najwa, sur cette question effectivement de l'énergie, sur ces hausses inéluctables entre 10 et 20%, donc disons 15%, qui va être très compliqué pour un certain nombre de Français. Comme le disait le ministre Monsieur Attal, qui disait maintenant on n'en est plus à quoi qu'il en coûte, mais combien ça coûte. Et c'est vrai que ces annonces, elles ont été faites quand même un peu avant l'été, parce que j'entends Monsieur Benedetti qui dit oui, mais c'est toujours à la dernière minute, il y a une négation de la réalité, donc c'est toujours à la dernière minute que les choses sont décidées. Moi, je me souviens d'un président de la République qui, au contraire, était très inquiet au regard de ses dernières allocutions. Et puis, il est à craindre, au regard également des contraintes budgétaires, au regard des contraintes budgétaires de 2023, que le bouclier tarifaire de l'électricité et du gaz, allait pas être maintenu de la même manière. Après, une fois que j'ai dit ça, oui, on peut être extrêmement inquiet. Parce que, vu que le bouclier tarifaire ne sera pas amené à continuer tel qu'il est aujourd'hui en matière d'aide, on peut craindre une crise sociale, puisqu'on annonce en effet une hausse des tarifs du gaz et de l'électricité entre 10 et 20%. Oui, on peut être extrêmement inquiet, c'est énorme. Et je pense notamment aux classes populaires qui, jusqu'à aujourd'hui, je veux dire même aujourd'hui, dans leur quotidien, font eux-mêmes, sans qu'on leur parle de sobriété énergétique, font déjà
des économies par la force des choses d'ores et déjà. Mais écoutez, après, juste un point. Oui, moi, quand même, d'abord, je n'ai pas entendu, je reviens là-dessus, mais j'ai pas entendu le président de la République ni un ministre s'en inquiéter avant l'été. Je cherche leur déclaration. Alors peut-être il y en a une que j'ai ratée, mais j'ai pas le sentiment. Et ensuite, ce qui est vrai, c'est que moi, ce que je sens, c'est que leur communication, qu'est-ce qu'elle traduit? Elle traduit le fait qu'ils ont perdu le contrôle, parce que on a dit tout et son contraire depuis une quinzaine de jours. Moi, j'ai entendu dire à la fois Monsieur Véran, porte-parole du gouvernement, que en effet à un moment donné on sortirait du quoi qu'il en coûte et que le bouclier tarifaire ne pourrait pas être maintenu en l'état à partir de 2023. Et j'ai entendu 24 heures plus tard la première ministre, Madame Borne, dire exactement le contraire. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui l'exécutif ne maîtrise plus la situation et c'est bien le problème et on a des raisons tout à fait légitimes d'être inquiets. Alors je voulais vous faire écouter Madame Agnès Pannier-Runacher, qui était l'invitée du grand jury RTL Le Figaro LCI, à la question sur les voitures électriques. Est-ce que vous allez continuer à encourager les gens à acheter des voitures électriques? Écoutez ce qu'elle a répondu. Ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que précisément, d'avoir des voitures électriques qui ont une batterie électrique, c'est une réserve d'électricité. Et vous avez un certain nombre de fournisseurs de batteries rechargeables qui sont couplés avec des petits modules de stockage et qui sont en capacité, dans les moments de tension, de renvoyer l'électricité sur le réseau. Donc ça peut devenir une forme de résilience accrue pour les années qui viennent. Une forme de résilience accrue. On va se chauffer avec nos batteries de voitures électriques. On tombe. C'est incroyable. J'ai posé la question à un spécialiste qui m'a dit: je crains qu'on manque de métaux lourds pour fabriquer ce type de batterie en plus. Non, mais il faut la garder, celle-ci, c'est exceptionnel. Ah, c'est exceptionnel, oui. D'une bêtise, pardon, mais absolue. La réalité, c'est qu'en fait, effectivement, le gouvernement ne maîtrise plus rien, que ça se sent dans sa communication. Le problème, c'est que pendant des années, par idéologie, on a abandonné, en tout cas en grande partie, le nucléaire. Et donc, notre souveraineté énergétique, on était les meilleurs, on a décidé d'être mauvais, et maintenant, ce sont les Français qui vont le payer. Ils vont le payer par leur portefeuille, leur compte en banque, mais également parce qu'ils risquent cet hiver d'avoir froid. Allez, merci Samuel Lafont. On se retrouve dans un instant et on va parler d'euthanasie, évidemment avec la loi qui risque de changer et d'évoluer. À tout de suite. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, beaucoup de sujets ce matin, on a plein de choses à aborder et parlons donc de l'euthanasie avec cette coïncidence, avec la mort de Jean-Luc Godard hier par suicide assisté en Suisse où c'est autorisé. Alors est-ce qu'en France on ira jusque-là? On pose la question de celui qui va mourir et qui demande à ce qu'on abrège ses souffrances et celui qui veut mourir. Il y a quand même une nuance, mais revenons sur le comité d'éthique donc qui juge une application de l'euthanasie possible à certaines conditions strictes. Je ne vois pas la différence très bien. Alors avec la loi Leonetti, c'est que ça introduit quand même la notion visiblement de suicide assisté. Alors ce qui me chiffonne un peu, c'est cette consultation citoyenne sur le sujet, c'est-à-dire que. Enfin, qu'est-ce qu'une consultation? Si déjà on a vu ce que ça avait donné sur le climat, sur l'euthanasie, est-ce qu'une consultation citoyenne a du sens? C'est de la com. C'est de la com simplement. Oui. Donc cet avis qui dit il existe une voie, une application éthique d'une aide active à mourir à certaines conditions strictes avec lesquelles il apparaît inacceptable de transiger. Mais quelles sont les conditions? Parce que moi j'ai pas lu l'avis, mais quelles sont les conditions? Quelles sont les conditions? C'est un sujet quand même très personnel. Nicolas Jeantet, pourquoi je vous appelle par vos noms de famille, Nicolas? Très personnel, comme à l'armée. très philosophique. Et je me suis pas encore fait mon opinion à 100%, même si elle est faite à 90%. Je suis plutôt contre. D'abord parce qu'il y a une loi, la loi Onetti qui existe depuis 2016 et qui permet, avec l'accord de la famille, avec l'accord des médecins, d'endormir le patient, d'arrêter les traitements, de mettre des antidouleurs et de laisser mourir tranquillement le patient. Donc ça existe. Bon, moi ce qui me gêne terriblement, c'est les cas de figure qui peuvent être possibles. On en parlait hors antenne. Une personne qui se sent en phase terminale et puis qui d'un seul coup peut revivre parce que les traitements là sont d'un seul coup bénéfiques. On l'a vu dans un reportage d'ailleurs à la Salpêtrière, je crois, dans les soins palliatifs. Alors il y a un problème en France, c'est que nous n'avons pas assez de soins palliatifs dans les hôpitaux. Et ça, c'est un énorme problème. Mais le reportage qui est fait dans ces unités montre que quand les gens arrivent dans les soins palliatifs, ils ont envie de mourir.
on leur donne des antidouleurs, on les soigne, et finalement, ils ont envie de revivre. Et je ne vais pas donner l'exemple, excusez-moi, mais 30 secondes de ma mère. Je vais fêter les 95 ans de ma mère samedi. Il y a 4 ans, ma mère, qui ne pouvait plus se déplacer, qui avait des douleurs à la hanche, elle avait un appareil de détection, on avait pris une assistante à domicile, voulait mourir parce qu'elle ne pouvait plus se déplacer, elle refusait de se faire opérer. Bon, elle avait jamais été opérée de sa vie, mais elle était à 2 doigts de nous dire je veux aller mourir. On a réussi à la motiver pour se faire opérer de la hanche. C'est une maladie, c'est facile. Elle n'avait jamais été anesthésiée de sa vie, donc elle avait peur de ne pas se réveiller. Et bien finalement, aujourd'hui, elle trotte et elle va faire ses courses toute seule. Et je me dis que si cette loi avait été en place, si elle se trouve il y a 3 ans, elle nous aurait dit, ou elle nous aurait même pas dit, elle serait partie de se faire dans un autre pays, ou enfin en France, assister dans sa mort par le suicide assisté. Donc aujourd'hui, faisons attention. Et puis moi, inscrire dans la loi le mot la mort, institutionnaliser la mort, moi c'est quelque chose sur lequel je ne peux pas. Et puis ça ouvre aussi la porte ouverte à tous ceux qui veulent entre guillemets se suicider suite à des histoires de famille, on perd toute sa famille, on veut se suicider. Après c'est trop facile. Enfin, on dit allez hop, je demande le suicide assisté. Non, je pense qu'aujourd'hui c'est extrêmement dangereux. Mais oui, il faut pas tomber non plus dans des extrêmes en disant tiens un jour je vais pas bien, je vais demander. C'est pas la question. Là on est sur les Suisses quand même distinguent l'euthanasie et le suicide assisté. Vous avez des associations en Suisse qui, en effet, permettent à un certain nombre de personnes qui en manifestent le souhait, alors en fonction d'un certain nombre de conditions, là aussi, parce qu'ils se sentent diminués pour des tas de raisons, de pouvoir aider au suicide. Mais il faut exciper que la personne qui va aider au suicide n'est pas ce qu'on appelle dans le droit suisse un motif égoïste. En d'autres termes, un intérêt, parce que aussi prenons l'exemple de Jean-Luc sujet-là qui peut éventuellement aussi rentrer en ligne de compte. Donc c'est pas tout à fait la même chose, si vous voulez, l'euthanasie et le suicide assisté. Mais prenons l'exemple de Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard n'avait pas de maladie, il était simplement fatigué de la vie, diminué de la vie. C'est quoi alors? On rentre dans quelle case? On rentre dans quelles conditions? Là, en l'occurrence, c'est sur l'aide active à mourir. C'est la nuance avec la loi Leonetti. C'est cette nuance-là qui est introduite par le Comité national d'éthique. Oui, vous faites une piqûre. Hein, le problème, c'est l'inégalité, encore une fois, dans les territoires, et puis même face à des médecins qui, certains accepteront, d'autres pas. Najwa? Oui, sur cette question, moi je pense également que le débat, parce que c'est un débat civilisationnel, il ne doit pas se limiter uniquement aux réflexions autour de l'euthanasie et du suicide assisté. Moi je pense que dans ce débat, il y a 2 volets. Tout d'abord, il y a celui du patient qui veut mourir et qui souhaite se faire accompagner et qu'on le soulage dans sa douleur. Et il y a un second volet de ceux qui veulent anticiper leur fin de vie. Et là, ce n'est pas une question médicale, mais c'est une question, comme je le disais, civilisationnelle. Après, vous le rappeliez chacun d'entre vous, le véritable drame en réalité, c'est que vous avez, et ça c'est le docteur Claire Fourcade, j'avais entendu son intervention qui disait que vous avez aujourd'hui 200 000 personnes chaque année qui n'ont pas accès aux soins palliatifs. 26 départements n'ont pas de service de soins palliatifs. Et moi, je le vois, vous parliez également de votre mère. Moi, j'ai une mère qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais qui n'a pas eu, suite à un grave cancer, l'accès à un soin palliatif. Et ça a été terrible, bien sûr, pour elle, mais aussi pour la famille. Donc ça, c'est un drame. Et d'autant que la loi Leonetti, permet et oblige à avoir un égal accès à ces soins-là. Et aujourd'hui, cet égal accès n'existe pas territorialement parlant. Donc je pense aussi que dans ces réflexions-là, il va falloir vraiment déjà qu'on applique cette loi. Après, le débat, il existe bien sûr au côté, les soignants ont aussi ce débat-là. Je pense même que certains d'entre eux vont avoir recours à une clause de conscience, parce que là aussi,
sur cette question de donner intentionnellement la mort, parce que l'euthanasie, c'est ça, le suicide assisté, c'est ça, et contrairement à la loi Leonetti, et là ça a été rappelé également, il s'agit de recourir à une sédation, c'est-à-dire à un traitement entre guillemets médicamenteux pour altérer la conscience. C'est pas la même chose que de donner intentionnellement la mort, et donc il faut un véritable encadrement. On citait la Suisse, mais on peut également citer l'exemple des Pays-Bas et de la Belgique, qui vérifient par le biais de commissions ou par l'intermédiaire d'associations que le consentement du patient est libre et éclairé. Donc il faut un véritable encadrement. Il y a des pays comme la Belgique, la Suisse, l'Autriche. Enfin, il y a un certain nombre de pays qui ont accepté de légaliser l'euthanasie. On n'assiste pas à des situations ubuesques telles qu'on les décrit quand on parle de l'euthanasie. On n'a pas de gens de 25 ans qui disent tiens, j'ai envie de mourir. Donc il faut aussi voir ce qui se fait à l'étranger. Et vous parliez effectivement à juste titre d'évolution civilisationnelle. Il y a eu des demandes quand même, hein, de cas de jeunes personnes qui voulaient se faire euthanasier. Mais qui n'ont pas été je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas les éléments d'information, mais en tout cas, il y a eu des demandes. Ce que dit Emmanuel Hirsch, le professeur en charge de l'éthique pour la PHP, lui dit aucune instance médicale n'est pour une loi à une euthanasie active. D'autant qu'il a été considéré pendant des années que la loi actuelle était équilibrée. Et là, on vient de montrer quel était le problème. C'est qu'en fait, la solution d'accès aux soins palliatifs n'est pas permise à un grand nombre de Français. Donc j'ai envie de dire, que fait le gouvernement en termes de choix budgétaires ? Si en fait on a une solution qui conviendrait pour accompagner la fin de vie, au-delà de la question qui est première du débat moral et civilisationnel, est-ce qu'on doit mettre la mort dans la loi ? Est-ce qu'on doit faire un focus sur la mort plutôt qu'aider les gens à vivre dans les meilleures conditions le plus longtemps possible ? Ce qu'on voit, c'est qu'on a une solution, mais qu'elle n'est pas disponible auprès des Français. Et en fait, on l'a pour les soins palliatifs, mais on a déjà discuté avant l'été, on l'a pour plein de sujets médicaux, avec des Français qui ont de moins en moins accès à tout ce qui est médical. Bien sûr. Je vous rappelle ce qui s'est passé cette nuit, où un homme à 80 ans à Strasbourg est resté 22 heures sur un brancard. Et il est mort. Et il est mort. Donc, c'est pas la première fois que ça arrive. Non, la déficience du système de soins en général, on attend toujours les grands états généraux de la santé et des hôpitaux en France. Hein. Non, mais ça serait quand même gênant, parce que moi je partage ce que vous dites, c'est vrai que ça serait gênant que l'éthique soit la variable d'ajustement des problèmes budgétaires en l'occurrence, parce que c'est ça un peu, d'une certaine manière. Par le manque de soins palliatifs dans les hôpitaux et dans certains territoires. Mais il ne faut pas que ce droit à mourir se transforme pour les plus fragiles en fait en un renoncement à vivre pour se protéger et pour protéger sa famille et ses proches. Donc il faut faire très attention là-dessus. Ouais. Bon, écoutez, on a fini pour aujourd'hui. On avait d'autres sujets, mais on continuera à débattre demain. Et tout de suite, c'est l'émission Média avec Gilles Gansman. À tout de suite.